Vous êtes-vous déjà senti petit devant le monde, comme si votre voix, votre histoire ou votre origine n'avaient pas d'importance? C'est ainsi que se sentait le Portugal, un petit pays sur la carte, mais avec un cœur qui a toujours rêvé. Grand, pendant des siècles, ce coin de l'Europe a été oublié, envahi, appauvri, mais ce fut aussi le berceau de marins qui défièrent l'océan, d'un peuple qui résista aux dictatures, aux tremblements de terre, aux guerres et aux trahisons. Et cela, encore et encore, il se leva de nouveau. C'est l'histoire d'un pays qui a refusé d'abandonner. Cela a transformé l'adversité en héritage, la nostalgie en culture et la lutte en identité. Un pays qui, malgré la douleur, a choisi d'écrire son propre destin. Aujourd'hui, je vous invite à le découvrir, parce que dans l'histoire du Portugal, vous trouverez peut-être un reflet du vôtre. Avant de commencer ce voyage à travers l'incroyable histoire du Portugal, je veux vous demander quelque chose de très spécial. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu de ce type. Et si vous le pouvez, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Le Portugal, un petit pays avec une histoire géante ». Sais-tu pourquoi je te demande ça? Parce que votre simple geste, commenter et vous abonner, aide cette vidéo à toucher plus de personnes. Aux personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre leur origine, leur identité, leur histoire. Ensemble, nous construisons une communauté qui valorise le passé, pour inspirer l'avenir. 1. La naissance d'un royaume, 12e siècle. Imaginez une époque où la péninsule ibérique était divisée en plusieurs royaumes, où chrétiens et musulmans se battaient constamment pour le contrôle des terres. C'était une époque d'épées, de châteaux et d'alliances fragiles. Au milieu de tout ce chaos politique et militaire, il y avait une région à l'ouest qui commençait à rêver de quelque chose qui lui était propre. Elle s'appelait le Condado Portucalense, une terre sous l'influence du puissant royaume de Léon. Dans cette région, un jeune noble nommé Afonso Henriques est né en 1109. Depuis qu'il était petit, Afonso n'était pas comme les autres. Il était ambitieux, courageux et surtout déterminé. Il a grandi entre les guerres et les batailles et dès son plus jeune âge, il savait qu'il ne voulait pas être un simple vassal du roi de Léon. Il rêvait d'avoir son propre royaume. À peine âgé de 20 ans, Afonso conteste l'autorité de sa propre mère, Teresa de Léon, qui gouvernait le comté en vassal du royaume léonnais. En 1128, il mena ses troupes à la bataille de São Mamed, et près de Guimarães, une ville qui encore aujourd'hui est fièrement appelée le lieu où est né le Portugal. Là, Afonso bat les forces fidèles à sa mère et se proclame propriétaire absolu du Condado Portucalense. Mais Afonso ne s'arrête pas là. Il ne voulait pas être comte, il voulait être roi. Pour cette raison, il entreprit une série de campagnes militaires contre les Maures du Sud et négocia habilement avec la papauté et les autres royaumes chrétiens pour qu'ils reconnaissent son indépendance. Son moment de gloire survint en 1143, lorsqu'il signa le traité de Zamora avec le roi Alphonse VII de Léon, qui le reconnut finalement comme roi du Portugal. Et plus tard, en 1179, le pape Alexandre III confirma cette légitimité papale avec une bulle reconnaissant le Portugal comme royaume indépendant. Ainsi naît officiellement le royaume du Portugal, avec Afonso Henriques comme premier roi, aujourd'hui connu sous le nom de Dom Afonso Poem. À partir de ce moment, le Portugal n'est plus un simple coin de la carte ibérique. C'est un royaume avec une identité, avec son propre territoire et avec un peuple qui, petit à petit, commence à écrire sa propre histoire. 2. La consolidation du territoire, 12e, 13e siècle. Une fois qu'Afonso Henriques a réussi à faire reconnaître le Portugal comme royaume indépendant, le défi suivant était encore plus complexe. Garantir la stabilité et élargir ses frontières. Car bien entendu, avoir un titre de roi ne signifiait pas que tous les problèmes étaient réglés. En réalité, le véritable combat ne faisait que commencer. Au XIIe siècle,
Le Portugal était un jeune et petit royaume entouré de menaces. Au nord et à l'est se trouvaient les royaumes chrétiens de Léon et de Castille, qui ne considéraient pas toujours favorablement l'indépendance portugaise. Au sud, les territoires étaient encore sous domination musulmane, dans ce qu'on appelait alors Al-Andalus. Pour Afonso Ier, la seule option était d'avancer, de conquérir et de protéger. Ainsi commença un processus lent mais constant d'expansion territoriale vers le sud. Les villes de Santarém et de Lisbonne furent parmi les premières grandes conquêtes en 1147, avec l'aide des croisés européens passant par le Portugal en route vers la Terre Sainte. Lisbonne, en particulier, représentait une immense récompense, un port stratégique, une ville riche et peuplée qui devint rapidement un joyau du jeune royaume. Mais les conquêtes ne s'arrêtent pas là. Au cours des décennies suivantes, les rois portugais, en commençant par Afonso Ier et en continuant avec ses successeurs tels que Sancho I et Afonso II, organisèrent des campagnes militaires, fondèrent des châteaux et colonisèrent de nouvelles terres. C'était comme s'ils dessinaient petit à petit ou feuilletaient une carte du Portugal. Le travail n'était pas seulement militaire. Ces territoires doivent également être administrés, repeuplés et défendus. Pour ce faire, les monarques accordèrent des forêts, documents qui accordèrent des droits et des devoirs aux habitants de chaque ville, promouvèrent le commerce et attirèrent des colons pour peupler les zones nouvellement conquises. Il s'agissait d'un processus de construction interne, non seulement d'expansion géographique, mais aussi de consolidation politique et sociale. Finalement, en 1249, sous le règne d'Afonso III, le Portugal prend la ville de Faro, en Algarve. Avec cette conquête, le royaume atteint la limite sud de son territoire. Et ici, quelque chose de très spécial se produit. Les frontières du Portugal étaient pratiquement définies telles que nous les connaissons aujourd'hui et resteront presque inchangées pendant plus de 8 siècles, une rareté dans l'histoire européenne. Dès lors, le Portugal était non seulement un royaume reconnu, mais aussi territorialement complet. Ses habitants, ses villes, ses lois et ses coutumes commençaient déjà à se forger une identité nationale forte, différente de celle de ses voisins. Et c'est cette solidité, ce sentiment d'être un peuple doté de son propre destin, qui a ouvert la voie à l'un des chapitres les plus brillants de l'histoire portugaise, l'exploit maritime qui allait changer le monde. Car s'il n'y avait plus de terre à conquérir sur la péninsule, pourquoi ne pas regarder vers la mer? Et c'est ainsi que commence l'ère des découvertes. 3. La dynastie Avis et l'indépendance réaffirmée, 1383-385. Après avoir consolidé son territoire et construit une identité forte, le Portugal semblait se diriger vers une époque de stabilité. Mais comme c'est souvent le cas dans l'histoire, la tranquillité ne dure pas éternellement. La fin du XIVe siècle entraîne une crise politique dangereuse qui menace d'effacer l'indépendance du Portugal d'un simple trait de plume. Tout commence en 1383, à la mort du roi Ferdinand Ier, également surnommé le Beau. Il n'avait pas de fils, une seule fille, l'infante Béatrice. Et c'est là que le problème se pose. Béatrice était mariée au roi Jean Ier de Castille, ce qui signifiait que si elle héritait du trône portugais, le Portugal pourrait passer entre les mains des Castillans. Pour de nombreux Portugais, c'était inacceptable. Ils ne voulaient pas être gouvernés depuis Madrid. Ils voulaient rester un royaume libre et souverain. Ainsi commence ce que les livres appellent l'interrègne, une période sans roi légitime sur le trône. Mais pour le peuple, c'était bien plus que cela. C'était une période de peur, d'incertitude et de résistance. De nombreux nobles soutiennent l'union avec la Castille, mais un autre groupe, plus populaire, plus nationaliste, défend l'indépendance à tout prix. Et c'est ici qu'apparaît l'un des héros les plus importants de l'histoire du Portugal. João, le maître d'Avis. Il était le fils illégitime du roi Pierre Ier et, bien qu'il n'ait aucun droit direct au trône, il devint un symbole de la résistance portugaise. Soutenu par les commerçants, les artisans et les Lisboètes, João mène la révolte contre les partisans de Castille.
Le conflit atteint son apogée en 1385 lors de la célèbre bataille d'Aljubarrota. Ce fut une bataille épique, au cours de laquelle une petite armée portugaise, dirigée par João et son brillant général Nuno Álvares Pereira, affronta les puissantes troupes de Castille. Beaucoup pensaient que le Portugal n'avait aucune chance, mais le courage, la stratégie et la volonté de liberté parlaient de plus fort. Contre toute attente, le Portugal gagne. C'était une victoire totale, et pas seulement sur le champ de bataille. Ce fut aussi une victoire morale, une réaffirmation du droit des Portugais à être maîtres de leur propre destin. Après cette victoire, João est acclamé comme roi du Portugal, sous le nom de João Ier, inaugurant la dynastie à vie. C'était une nouvelle ère pour le Portugal, plus fort, plus uni et plus ambitieux. Et cette ambition les mènerait bientôt au-delà des montagnes, au-delà des rivières, au-delà de l'océan. Car maintenant que le royaume était sécurisé et unifié, une nouvelle question se posait. Et si le Portugal regardait vers la mer et découvrait ce qui se cache au-delà de l'horizon? La réponse viendrait très bientôt, dans un âge d'or qui changerait non seulement l'histoire du Portugal, mais aussi l'histoire du monde entier. 4. L'ère des découvertes, 15e-16e siècle. Après avoir assuré son indépendance grâce à la victoire d'Aljubarrota et au début de la dynastie Avis, le Portugal connaissait un moment de stabilité et de confiance. C'était comme si le pays, après des années de guerres et de constructions internes, relevait la tête et regardait au-delà de ses frontières. Mais où chercher s'il n'y avait plus de terres à conquérir sur la péninsule? La réponse était claire, vers la mer. À l'époque, le commerce européen reposait largement sur les routes terrestres vers l'Asie, contrôlées par les Arabes, les Ottomans et d'autres puissances. Les épices, les parfums, la soie et l'or étaient des objets précieux mais très difficiles et coûteux à obtenir. Ainsi est née une idée révolutionnaire. Et si le Portugal, pays de tradition maritime, pouvait trouver une route maritime, directe vers l'Est? Ici, un personnage clé entre en scène. L'infant Dom Henrique, mieux connu sous le nom d'Henrique le Navigateur. Fils du roi João Ier, Henri n'était ni un marin ni un explorateur, mais il avait une vision, des ressources et de l'ambition. C'est lui qui promeut la création d'une école nautique à Sagres, où cartographes, astronomes, navigateurs et constructeurs navals se réunissaient pour étudier la mer comme cela n'avait jamais été fait auparavant en Europe. De là commence une odyssée maritime sans précédent. Ils explorent d'abord les côtes de l'Afrique du Nord, puis traversent l'Atlantique, découvrant les îles de Madère et des Açores, qui seront bientôt colonisées. Les Portugais apprennent à naviguer de plus en plus loin, face aux tempêtes, aux monstres imaginaires et à l'inconnu. L'une des grandes étapes fut l'arrivée de Bartolomeu Dias au cap de Bonne-Espérance en 1488, démontrant qu'il était possible de contourner l'Afrique pour atteindre les richesses de l'Asie. C'est un exploit impressionnant. Pour la première fois, la porte océanique vers l'Est s'ouvre. Et puis, en 1498, ce qui semblait impossible fut réalisé. Vasco da Gama, commandant une flotte portugaise, arrive en Inde, établissant un contact direct avec les marchés de l'Est. Le Portugal a vaincu le temps, la distance et la peur. Il pouvait désormais importer des épices, des textiles et des trésors directement en Europe, mais ce n'était que le début. Dans les années suivantes, les navigateurs portugais poursuivront leur avance imparable. Ils arrivèrent au Brésil en 1500 avec Pedro Álvares Cabral, s'installèrent à Goa, Ormuz, Malacca et Macao, créèrent des comptoirs commerciaux en Afrique et envoyèrent même des navires au Japon. Le Portugal est devenu le premier empire véritablement mondial de l'histoire. Depuis Lisbonne, le roi dirigeait des territoires s'étendant sur 4 continents. Et Lisbonne, oh Lisbonne, elle est devenue une ville internationale, riche, vibrante, pleine d'arômes exotiques, de langues différentes et de produits du monde entier. C'était le cœur d'un empire où, comme on disait alors, le soleil ne se couchait jamais. Mais
Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, chaque empire, aussi puissant soit-il, est également confronté à des défis internes et externes. Et pour le Portugal, le plus grand défi était encore à venir. Si vous appréciez cette histoire autant que je la raconte, faites une petite pause et vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Parfois, on le pense, mais cela nous échappe. Et si cette vidéo vous touche ou vous apprend quelque chose de nouveau, partagez-le avec quelqu'un qui mérite également de connaître cette histoire. Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir la valeur du Portugal et son héritage. Ensemble, nous pouvons faire voyager l'histoire plus loin que n'importe quel navire portugais. 5. L'apogée de l'Empire portugais. Après être arrivé en Inde avec Vasco de Gama et avoir découvert de nouvelles terres comme le Brésil, le Portugal entre dans son âge d'or. Nous étions au XVIe siècle et le petit royaume situé à l'extrémité ouest de l'Europe était devenu une puissance mondiale, respectée et redoutée par les grands empires du monde. Lisbonne est devenue l'épicentre du commerce mondial. Des épices rares venues d'Orient entraînent par ses ports, comme le poivre, le clou de girofle et la cannelle. Pierres précieuses, soie brillante, porcelaine chinoise, de l'ivoire africain et bien sûr de l'or et du sucre du Brésil. C'était une ville vivante et bruyante, peuplée de marchands, de marins, d'ambassadeurs étrangers et d'aventuriers, venus de partout. Des dizaines de langues étaient parlées dans ces rues. Lisbonne ne dormait pas. Le Portugal ne se contentait pas de faire du commerce. Il construisait des forteresses, établissait des colonies et contrôlait des routes maritimes stratégiques. En Afrique, ils avaient des postes à Ceuta, en Guinée, en Angola et au Mozambique. En Asie, ils fondèrent Goa, Inde, Malacca, Malaisie, Hormuz, Iran et Macao, Chine, et atteignirent même le Japon. En Amérique, le Brésil est devenu l'un des joyaux les plus précieux. Tout cet empire était gouverné depuis Lisbonne, sous la figure du roi Manuel Ier, connu sous le nom de Manuel le Fortuné. Sous son règne, le monastère des Hiéronymites fut construit à Belém, symbole de cet âge d'or, financé par les richesses d'outre-mer. L'architecture manuéline, pleine de symboles maritimes, reflétait l'esprit d'un peuple qui avait conquis la mer. Mais cette gloire avait aussi un prix. Pour maintenir l'Empire, le Portugal avait besoin de flottes constantes, de soldats, de fonctionnaires et d'une administration complexe. Le contrôle de tant de terres lointaines était difficile et coûteux. Les distances étaient énormes et les intérêts locaux entraient souvent en conflit avec ceux de Lisbonne. De nouveaux ennemis sont également apparus. Ottomans dans l'océan Indien, néerlandais en Asie, anglais dans l'Atlantique. Tout le monde voulait une part du gâteau. Et bien que le Portugal disposait d'un impressionnant réseau d'enclaves, il n'a jamais eu assez de population pour peupler et défendre chaque recoin de son empire, comme d'autres puissances l'ont fait plus tard. Pourtant, pendant plusieurs décennies, les mers furent portugaises. Mais comme dans toutes les histoires impériales, après la splendeur vient l'ombre. D'ici peu, un tournant inattendu allait ébranler les fondations du royaume. Car après la mort du roi Sébastien dans une bataille tragique au Maroc et l'absence d'héritier direct, le Portugal serait confronté à une nouvelle crise qui mettrait en jeu sa propre souveraineté. Ainsi commence un chapitre d'union forcée, de tensions politiques et de perte de pouvoir. L'Union ibérique. 6. L'Union ibérique, 1180-1640. L'Empire portugais était à son apogée. Mais comme toute grande hauteur, il comportait un risque de chute. Et cette chute a commencé par une tragédie, la disparition du roi Sébastien Ier en 1578 lors de la désastreuse bataille de l'Alcazar-Quivir au Maroc. Sébastien n'avait que 24 ans et ne laissait aucun héritier. Sa mort a plongé le Portugal dans une profonde incertitude. Pendant des années, le peuple a refusé d'accepter la mort du roi. Une légende fut même créée, le sébastianisme, croyance selon laquelle le jeune roi reviendrait un jour sauver le pays. Mais la réalité était plus dure. Le Portugal se retrouvait sans roi légitime. Après un bref règne de son oncle,
le cardinal Henri, également décédé sans héritier, une crise de succession éclate. Plusieurs nobles prétendaient au trône, mais celui qui avait le plus de force et de ressources était Philippe II d'Espagne, petit-fils de Manuel Ier du côté de sa mère. Philippe, profitant de la situation, envahit le Portugal en 1580 avec son armée et se proclama roi sous le nom de Philippe Ier du Portugal. C'est ainsi qu'a commencé une période de 60 ans qui est entrée dans l'histoire sous le nom d'Union ibérique. Le Portugal et l'Espagne étaient sous le même monarque, mais étaient des royaumes distincts en termes de loi et d'administration. Sur le papier, le Portugal a maintenu son indépendance. Mais en pratique, Lisbonne a obéi à Madrid. Au début, de nombreux Portugais ont accepté l'union avec résignation, pensant qu'elle serait temporaire. Mais au fil du temps, les conséquences sont devenues de plus en plus visibles et douloureuses. L'Espagne a entraîné le Portugal dans ses conflits internationaux, et cela lui a été fatal. Les ennemis de l'Espagne, comme l'Angleterre et les Pays-Bas, attaquèrent également les colonies portugaises. Ainsi, l'Empire portugais commence à perdre des territoires. Les Néerlandais prennent des positions en Asie, en Afrique et même au Brésil. Dans le même temps, les troubles s'accentuaient au Portugal. Le sentiment national, blessé mais non mort, commença à se réveiller. Beaucoup se demandaient comment est-il possible qu'après avoir découvert la moitié du monde, nous obéissions maintenant à un autre roi étranger. Les tensions montaient comme une tempête à l'horizon, et tandis que les rois espagnols tentaient de maintenir le contrôle, une flamme d'espoir commença à brûler dans le cœur du peuple portugais. La noblesse mécontente, le peuple fatigué et les intellectuels patriotes savaient que le moment d'agir viendrait. Et ce moment est arrivé. À Lisbonne, en 1640, un groupe de nobles portugais, connus sous le nom de conspirateurs, se révolte. La révolution du 1er décembre éclate. Le vice-roi espagnol est arrêté et João, duc de Bragance, est proclamé roi sous le nom de João IV. Le Portugal est redevenu maître de son destin. Mais bien sûr, aucun empire n'abandonne ses territoires, sans combattre. Et ce qui suit est une nouvelle étape de lutte, de diplomatie et de courage, la guerre de restauration, où le Portugal devra défendre sa liberté nouvellement retrouvée avec du sang et de la stratégie. C'est la restauration de l'indépendance 1640. Après 60 ans de domination espagnole, l'esprit portugais était fatigué mais pas vaincu. Le peuple, la noblesse, les marchands, tout le monde sentait que le Portugal avait perdu quelque chose de plus que sa couronne. Il avait perdu sa voix, sa direction, son âme. Et lorsqu'un pays sent qu'il ne se reconnaît plus dans son reflet, ce n'est qu'une question de temps avant que quelque chose change. Ce changement s'est produit le 1er décembre 1640. Alors que l'Espagne était distraite par les guerres en Catalogne et aux Pays-Bas, un groupe de patriotes portugais, connu sous le nom de conspirateurs, a décidé d'agir. Plus de plaidoirie, plus de résignation. Il était temps de reprendre la nation. Ce matin-là, les conspirateurs font irruption dans le palais royal de Lisbonne, arrêtent le vice-roi espagnol sans verser de sang et proclament João, duc de Bragance, descendant direct de la maison royale portugaise, comme nouveau roi. À partir de ce moment, le Portugal eut à nouveau un roi portugais, João IV, mais déclarer l'indépendance n'était que la première étape. Le plus difficile viendrait plus tard. L'Espagne, bien entendu, n'a pas accepté cette perte, sans combattre. Ainsi commença une guerre longue, étendue, connue sous le nom de guerre de restauration 1640-1668. Ce furent 28 années de batailles, d'escarmouches, d'alliances diplomatiques et de résistance mêlant stratégie militaire et ruse politique. João IV et ses successeurs savaient qu'ils ne pouvaient pas affronter seuls une Espagne puissante. Pour cette raison, ils recherchèrent le soutien d'autres puissances européennes ennemies des Habsbourg espagnols. L'Angleterre, la France et les Pays-Bas sont devenus des alliés essentiels, non seulement pour des raisons politiques, mais aussi pour des intérêts commerciaux. Pendant ce temps, à l'intérieur du pays, le peuple portugais
a une fois de plus fait preuve de courage. Des milices locales furent organisées, des châteaux furent renforcés et même le clergé s'engagea pour la cause nationale. Ce fut une véritable mobilisation patriotique où chaque victoire était célébrée comme un acte de renaissance. Finalement, en 1668, après près de 3 décennies de combats, l'Espagne reconnut officiellement l'indépendance du Portugal par le biais du traité de Lisbonne. La victoire était complète. Le Portugal a non seulement retrouvé sa souveraineté, mais a démontré au monde sa capacité de résistance, sa fierté et sa détermination. La dynastie de Bragance était solidement installée sur le trône et le Portugal, bien que plus fragile qu'à son âge d'or, restait souverain, libre et maître de ses destinées. Mais cette liberté retrouvée allait ouvrir un nouveau chapitre, une étape de reconstruction, de richesses venues d'outre-Atlantique et aussi de nouvelles menaces. Car très bientôt, une terre lointaine et exubérante, le Brésil, allait commencer à transformer la réalité du royaume et devenir une partie essentielle de l'histoire portugaise. 8. La splendeur de l'or brésilien, 18e siècle. Après avoir retrouvé son indépendance au XVIIe siècle, le Portugal entre dans une nouvelle étape de son histoire. Même si son empire n'était plus aussi vaste ni aussi puissant qu'à l'époque de Vasco de Gama, il conservait néanmoins un joyau précieux de l'autre côté de l'Atlantique, le Brésil. Et c'est précisément dans cet immense territoire tropical que, à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, fut faite une découverte qui allait radicalement changer le destin du Portugal. La découverte de l'or dans les régions intérieures du Minas Gerais. Imaginez ceci, des explorateurs appelés bandes errantes, pénétrant dans des jungles denses, traversant de puissantes rivières et affrontant les peuples autochtones et les animaux sauvages. Ils ne recherchaient pas la terre ou la gloire, mais quelque chose qui pourrait tout changer, l'or. Et ils l'ont trouvé, en abondance. À partir de là, commence une véritable ruée vers l'or. Des centaines de milliers de Portugais, parmi lesquels des paysans pauvres, des nobles ruinés et des aventuriers n'ayant rien à perdre, traversèrent l'océan pour tenter leur chance dans les mines brésiliennes. Des villes surgirent de nulle part comme Ouro Preto, Mariana et Sabara, qui en peu de temps furent remplies d'églises baroques, de palais et d'une richesse éblouissante. L'impact pour le Portugal a été immédiat. Des tonnes d'or arrivaient, chaque année à Lisbonne, expédiées sur des galions qui traversaient l'Atlantique, chargés à ras-bord. On estime qu'au XVIIIe siècle, le Brésil produisait plus d'or que toute l'Europe au cours de la même période. C'était une richesse sans précédent pour la couronne portugaise. Ce flux d'or permettait aux rois de la dynastie de Bragance de financer de grands travaux, d'embellir les villes, de payer leurs dettes et de mener une vie de luxe. L'un des exemples les plus remarquables est la construction du palais national de Mafra, une œuvre monumentale commandée par le roi João V et financée presque entièrement avec de l'or brésilien. Un symbole de pouvoir, de foi et de richesse. Mais comme nous le savons bien, tout ce qui brille n'est pas or. La dépendance à l'égard de l'or a fragilisé le Portugal sur le plan économique. Au lieu de développer son industrie ou de renforcer son agriculture, le pays s'est habitué à vivre de l'or venu de l'étranger. Et cet or, aussi abondant soit-il, ne durerait pas éternellement. De plus, au Brésil, l'exploitation minière a un coût humain élevé. Des milliers d'esclaves africains ont été envoyés travailler dans des conditions difficiles dans les mines, marquant l'une des pages les plus sombres de l'Empire portugais. L'éclat de l'or cachait souvent la douleur de ceux qui l'extraient. Et tandis que la cour portugaise connaissait son âge d'or, une tragédie naturelle inattendue allait ébranler les fondements physiques et spirituels de la nation. Un seul jour a suffi pour transformer la richesse en ruine et la stabilité en chaos. Ce jour-là, c'était le 1er novembre 1755 et ce qui s'est passé allait changer à jamais l'histoire de Lisbonne et de tout le Portugal. Si cette histoire réveille quelque chose en vous, si à un moment donné vous avez ressenti de la fierté, de l'excitation ou de la curiosité,
cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Cela peut sembler un petit geste, mais croyez-moi, avec cela, vous aidez davantage de personnes à découvrir ce contenu. Laissez plus de cœurs se connecter à l'histoire, pour que davantage de voix aient le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Votre soutien fait la différence. Et ensemble, nous veillons à ce que l'histoire du Portugal ne soit pas perdue, mais vivante. 9. Le tremblement de terre de Lisbonne, 1755. La Lisbonne du XVIIIe siècle était une ville élégante et fière, débordante de richesses venues du Brésil et du commerce avec l'Afrique, l'Asie et l'Amérique. Palais, églises, marchés animés, navires dans le port, tout respirait la prospérité. La capitale portugaise était devenue l'une des villes les plus importantes d'Europe, mais personne n'imaginait qu'en quelques minutes, tout cela pourrait disparaître. C'était le matin du 1er novembre 1755, jour de la Toussaint, l'une des fêtes religieuses les plus importantes de l'année. Les églises étaient pleines, les familles allumaient des bougies, beaucoup étaient chez eux en train de prier ou de se préparer à assister à la messe. Le ciel était clair. Cela semblait être une journée normale. Et puis, la terre a tremblé. Ce fut d'abord un léger mouvement, puis un rugissement profond comme si le monde hurlait de l'intérieur. En quelques secondes, Lisbonne a été secouée par l'un des tremblements de terre les plus destructeurs de l'histoire européenne. Les bâtiments commencèrent à s'effondrer les uns après les autres. Les églises se sont effondrées avec les fidèles à l'intérieur, les toits se sont effondrés, les rues se sont divisées. La ville, en plein chaos, n'a même pas eu le temps de réagir. Mais la tragédie ne s'est pas arrêtée là. Quelques 2 minutes après le tremblement de terre, ceux qui avaient couru vers la rive du Tage ont vu l'eau mystérieusement reculer. C'était le symptôme de quelque chose d'encore pire, un tsunami. Une énorme vague a frappé la côte, emportant des personnes, des bateaux et des débris vers l'intérieur des terres. Et comme si cela ne suffisait pas, des incendies ont éclaté dans toute la ville, alimentés par des bougies allumées dans les églises et les maisons. Les flammes ont consumé ce que le tremblement de terre n'avait pas détruit. Lisbonne a brûlé pendant des jours. On estime qu'entre 40 000 et 50 000 personnes sont mortes, même si certains pensent qu'il y en a eu davantage. Les 2/3 de la ville sont restés en ruine. L'horreur fut si grande qu'elle se répercuta dans toute l'Europe. Des philosophes comme Voltaire et Rousseau écrivirent sur le tremblement de terre, remettant en question la foi, la raison et le sens de la souffrance humaine. Mais au milieu de la catastrophe, un personnage est apparu pour changer le cours du pays. Sébastien José de Carvalho et Melo, plus connu sous le nom de marquis de Pombal. Premier ministre du roi Joseph Ier, le marquis n'hésite pas. Face au chaos, il a prononcé sa célèbre phrase « Enterrez les morts et prenez soin des vivants ». Pombal a organisé le sauvetage, le nettoyage et surtout la reconstruction de Lisbonne, mais pas n'importe quelle reconstruction. Il s'agit d'une réinvention moderne, basée sur de nouvelles idées d'urbanisme, des rues droites et larges, des bâtiments plus résistants aux tremblements de terre et une organisation rationnelle de l'espace urbain. C'est ainsi qu'est née la Baixa Pombalina, le cœur du nouveau centre de Lisbonne qui conserve encore aujourd'hui ce design. Le tremblement de terre de 1755 n'a pas seulement changé la ville. Je suis passé au Portugal. Elle montrait la fragilité des richesses, la force de la nature, mais aussi la capacité d'un peuple à renaître de ses cendres. Et tandis que Lisbonne se développait peu à peu, le pays se préparait à faire face à de nouveaux défis. Car au siècle suivant, un nouvel ennemi arrivera d'Europe, commandé par un génie militaire assoiffé de conquête, Napoléon Bonaparte. 10. Les invasions napoléoniennes, 1807-1811. Après le tremblement de terre de 1755 et la reconstruction monumentale menée par le marquis de Pombal, le Portugal a réussi, une fois de plus, à se relever des ruines. Mais dans les premières décennies du 19e siècle, une nouvelle menace plane sur l'Europe, et elle ne vient pas de la nature, mais d'un seul homme, Napoléon Bonaparte.
Napoléon avait accédé au pouvoir en France avec une rapidité impressionnante, devenant empereur et étendant son influence sur presque toute l'Europe. Dans sa lutte contre l'Angleterre, son éternel rival, il imposa ce qu'on appelle le blocus continental, un ordre qui interdisait à tous les pays européens de commercer avec les Britanniques. Et c'est là que le problème se pose. Le Portugal a été un allié traditionnel de l'Angleterre pendant des siècles. Rompre cette alliance n'était pas une option facile, mais désobéir à Napoléon ne l'était pas non plus. Le gouvernement portugais, cherchant à gagner du temps, s'efforça de maintenir une neutralité ambiguë, mais Napoléon n'avait aucune patience. En 1807, il ordonna à son armée, commandée par le général Junot, d'envahir le Portugal. Ce fut une marche rapide et sans grande résistance. Les troupes françaises entrent dans Lisbonne sans tirer un seul coup de feu. Face à cette situation désespérée, la famille royale portugaise prend une décision historique et sans précédent, fuir au Brésil. Oui, évadez-vous, mais pas en secret, ni dans la honte. Il s'agit d'une évacuation massive, organisée et escortée par la marine britannique, qui protège le départ des navires royaux vers l'Amérique. Ainsi, en décembre 1807, le prince régent João, futur João VI, sa mère, la reine Maria I, toute la cour et des milliers de nobles et fonctionnaires partirent pour Rio de Janeiro. C'est la seule fois dans l'histoire qu'une cour européenne transfère sa capitale vers une colonie. Le Portugal s'est retrouvé sans roi, mais pas sans résistance. Alors que les Français occupèrent le pays, le peuple portugais, accompagné des troupes anglaises et sous la direction du duc de Wellington, commença une intense campagne de guérilla et de guerre conventionnelle contre les envahisseurs. Ce furent des années difficiles. La faim, la destruction des batailles, comme celles de Busaco, Rolissa ou Vimeiro, marquèrent la lutte. Mais la résistance fut farouche. Le peuple, armé de ce qu'il pouvait, faisait face à des soldats de métier. Les villages collaboraient avec des espions, sabotaient les routes, attaquaient de nuit. C'était une guerre du peuple, une guerre de la dignité. Et peu à peu, avec le sang, la ruse et le soutien britannique, les Français furent expulsés du territoire portugais. En 1811, les dernières troupes napoléoniennes quittent le pays. Le trait. Portugal a survécu à l'une des tempêtes politiques et militaires les plus intenses de son histoire moderne. Mais le prix était élevé. L'économie a été dévastée, de nombreuses villes détruites et la monarchie, au loin, régnant de l'autre côté de l'océan, et ce qui semblait être une solution temporaire. La présence du tribunal au Brésil allait changer à jamais la relation entre colonie et métropole, car dans cette terre immense et riche, quelque chose se préparait. Un nouveau sentiment, une nouvelle force, une nouvelle nation était sur le point de naître. Et le Portugal allait bientôt devoir faire face à la perte de son plus grand bien, le Brésil. 11. L'indépendance du Brésil, 1822. Après avoir résisté à l'invasion napoléonienne et vu sa monarchie traverser l'Atlantique, le Portugal a changé à jamais, et le Brésil aussi. Car tandis que le peuple portugais reconstruisait son pays en ruine, la cour royale s'installait confortablement à Rio de Janeiro, transformée en la nouvelle capitale de l'Empire portugais. Imaginez le contraste. En Europe, Lisbonne appauvrie, détruite par la guerre. Et en Amérique, une ville tropicale soudainement transformée en centre de pouvoir, avec des théâtres, des universités, des palais et des ministères. Pour la première fois, une colonie était le siège de l'Empire. Le prince régent João, qui devint plus tard le roi João VI, régna sur le Brésil pendant plus d'une décennie. Le Brésil a cessé d'être une simple colonie exploitée et a commencé à avoir une autonomie, ses propres institutions, des relations diplomatiques et une nouvelle identité. En 1815, elle fut officiellement élevée au rang de Royaume-Uni, du Portugal, du Brésil et de l'Algarve, plaçant le Brésil au même niveau politique que la métropole. Mais cet équilibre était fragile.
En 1821, après la révolution libérale au Portugal, le roi João VI retourna à Lisbonne sous la pression des Cortés portugaises, laissant son fils, le prince Pedro, comme régent au Brésil. Ce que le Portugal voulait était clair: rétablir le contrôle total sur le Brésil, éliminer son autonomie et revenir à le traiter comme une simple colonie. Mais il était trop tard pour cela. Les Brésiliens, créoles et indigènes, soldats, commerçants et penseurs éclairés, ne voulaient pas reculer. Ils voulaient continuer à avancer. Ils voulaient décider de leur propre destin. Et Pedro l'a compris. Le climat était tendu. Des ordres sont venus de Lisbonne visant à limiter le pouvoir local, à dissoudre l'armée brésilienne et à renvoyer Pedro en Europe. C'est alors que le prince prit l'une des décisions les plus courageuses et les plus symboliques de l'histoire du Portugal et du Brésil. Le 7 septembre 1822, sur les rives de la rivière Ipiranga, Pedro proclame l'indépendance du Brésil avec ces paroles immortelles: « L'indépendance ou la mort ». Avec ce cri, l'Empire du Brésil était né et Pierre en devint le premier empereur, Pierre Ier. Pour le Portugal, ce fut un coup dur. Le Brésil n'était pas simplement une colonie parmi d'autres. C'était la plus grande source de richesse, de territoire et d'influence de l'Empire. Sa perte, c'était comme perdre le cœur d'une famille. Et même si le Portugal a officiellement reconnu l'indépendance du Brésil en 1825, l'impact a été durable. L'économie portugaise est entrée en crise et la fierté nationale a été blessée. Le Portugal, qui avait régné sur des mers et des terres lointaines, était désormais réduit à une puissance régionale, regardant le passé avec nostalgie et l'avenir avec incertitude. Mais l'histoire ne s'arrêterait pas là. Le 19e siècle apportera encore davantage de tempêtes internes, guerres civiles, luttes entre absolutistes et libéraux, coups d'État et recherche constante de stabilité. Le pays devait redéfinir qui il était, ce qu'il voulait être et qui le gouvernerait. 12. L'instabilité du 19e siècle. Après la douloureuse perte du Brésil en 1822, le Portugal entre dans une profonde crise d'identité. Il avait été propriétaire d'un immense empire, mais désormais sans sa plus grande colonie et sans... Lors de l'Amérique, le pays était plus faible, divisé et avec un avenir incertain. La monarchie existait toujours, mais le peuple commençait à exiger des changements. Et ce qui a suivi a été un siècle de tensions constantes, de révolutions et de luttes de pouvoir. Tout a commencé avec le retour du roi João VI au Portugal, en 1821. Bien qu'il ait tenté de maintenir l'équilibre entre les forces traditionnelles et les nouveaux mouvements libéraux, sa mort en 1826 a laissé le trône avec un problème majeur: la succession. L'héritier naturel était son fils aîné, Pierre Ier du Brésil, aujourd'hui empereur d'une nation indépendante. Pedro a abdiqué le trône portugais en faveur de sa fille, Maria da Glória, qui avait à peine 7 ans, mais a posé comme condition que le Portugal adopte une charte constitutionnelle, c'est-à-dire une monarchie avec des limites et des droits pour les citoyens. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Celui qui s'y opposait ouvertement était Miguel, le frère cadet de Pedro. Absolutiste convaincu, il s'est proclamé roi, usurpant le trône, annulant la Constitution et gouvernant en monarque absolu. Cela déclencha une guerre civile connue sous le nom de guerre libérale, 1832-1834. D'un côté, les miguelistas, défenseurs de l'absolutisme traditionnel, de l'autre, les libéraux qui se sont battus pour un Portugal moderne avec des Luís et des libertés. La guerre était féroce. Pedro, quittant son trône au Brésil, retourne en Europe pour défendre les droits de sa fille. Après des années de combat, les libéraux ont gagné. Miguel a été exilé et Marie II, déjà adolescente, a été couronnée reine constitutionnelle. Mais la paix n'a pas duré. Le reste du 19e siècle est marqué par une instabilité constante. Gouvernements qui tombent et se relèvent rapidement, luttes entre différents courants politiques, modérés, radicaux, conservateurs, républicains, conflits sociaux, révoltes paysannes et crises économiques.
Le Portugal essayait de trouver sa voie, mais il se heurtait encore et encore aux mêmes problèmes. La pauvreté, les inégalités et une classe dirigeante déconnectée du peuple. Durant cette période, la monarchie tente de s'adapter, mais elle reste toujours en retard sur les revendications sociales. Le pays connaissait des changements technologiques et culturels, comme le chemin de fer, la presse, l'éducation. Mais tout avançait lentement. Tandis que d'autres pays européens s'industrialisaient, le Portugal restait largement agraire et arriéré. En même temps, le rêve impérial était toujours vivant, mais seulement en Afrique. Dans le soi-disant repart de l'Afrique entre puissances européennes, le Portugal a cherché à défendre ses colonies en Angola et au Mozambique. Mais ce n'était plus l'empire redouté d'antan. Il lui fallait désormais négocier avec des géants comme l'Angleterre, la France ou l'Allemagne pour ne pas perdre ce qui lui restait. Et tout cela créait un terrain fertile pour quelque chose de plus profond. Le mécontentement populaire à l'égard de la monarchie. De plus en plus de voix ont commencé à dire que le problème ne venait pas du gouvernement en place, mais du système lui-même, que le Portugal avait besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose de vraiment venant du peuple. Et ainsi, petit à petit, dans les cafés, les journaux, les places et les universités, une nouvelle idée prenait forme, la République. Le 19e siècle touche à sa fin, mais le siècle suivant apportera l'une des plus grandes ruptures de l'histoire portugaise, la fin de la monarchie et la naissance d'une nouvelle ère. Si cette histoire vous parvient, si cela vous passionne, vous inspire ou simplement vous fait regarder le passé avec des yeux différents, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de l'aimer et de vous abonner à la chaîne. Et très important, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune des histoires à venir. À chaque clic, à chaque geste, vous contribuez à ce que ce message aille plus loin, pour que davantage de personnes redécouvrent ce que nous étions, et mieux, comprennent qui nous sommes. Merci d'en faire partie, poursuivons ensemble ce voyage à travers l'histoire. Une 13, la proclamation de la République, 1910. Le XXe siècle a commencé avec un air de changement au Portugal. Après des décennies d'instabilité, de pauvreté, de corruption politique et de crise économique, la monarchie semblait de plus en plus éloignée du peuple. Tandis que l'Europe s'industrialisait et se modernisait, le Portugal restait à la traîne, s'accrochant aux structures du passé. Les rues murmuraient, les cafés bouillonnaient de discussions, la presse a ouvertement critiqué la couronne. La fin de la monarchie se faisait sentir dans l'air. À cette tension s'ajoute un fait crucial, le discrédit du roi Charles Ier. Son gouvernement est marqué par une politique autoritaire, des tentatives de réformes ratées et une répression croissante contre les mouvements d'opposition. En 1908, alors qu'il traversait la Praça do Comércio à Lisbonne, le roi Charles et son fils aîné, le prince héritier Louis-Philippe, furent abattus par des militants républicains. Ce fut un moment choquant. Le Portugal se retrouva soudain sans son roi légitime et son héritier. Le trône passa au plus jeune fils, Manuel II, un jeune homme inexpérimenté qui tenta de sauver la monarchie. Mais il était trop tard. Les républicains étaient organisés, préparés et bénéficiaient du soutien populaire. Les grèves, manifestations et attaques étaient de plus en plus fréquentes. Le pays était au bord de l'effondrement. Et puis, au petit matin du 5 octobre 1910, Lisbonne se réveilla sous des tirs de canon et des barricades. Les troupes républicaines, appuyées par des secteurs de l'armée et des milliers de citoyens, s'emparent des principaux édifices du pouvoir. Les cloches de la ville sonnaient. Les gens remplissaient les rues. La monarchie est tombée en un seul jour. Manuel II s'exile en Angleterre, sans résister. Et le même jour, la première république portugaise est officiellement proclamée. Le Portugal, pour la première fois de son histoire, n'a plus de roi. C'était une république laïque et moderne, avec des idéaux de liberté, d'égalité et de progrès. De nouveaux symboles nationaux ont été adoptés, un nouveau drapeau, vert et rouge, un nouvel hymne, a portuguesa, et une nouvelle constitution.
Mais même si la République a apporté de l'espoir, les défis étaient énormes. Le pays était divisé, avec de grandes différences entre riches et pauvres, avec une économie faible et un analphabétisme généralisé. Les premières années républicaines furent mouvementées et chaotiques. Gouvernements qui tombèrent les uns après les autres. Complots, tentatives de coups d'État militaires et conflits sociaux constants. La proclamation de la République marque néanmoins un point de non-retour dans l'histoire portugaise. C'était la fin d'une époque monarchique qui avait duré plus de 700 ans et le début d'une nouvelle étape dans laquelle le peuple portugais tenterait, avec des revers et du courage, de prendre en main le destin de la nation. Mais la suite ne sera pas une république stable et pacifique comme beaucoup l'avaient rêvé. Très vite, le pays sombrerait dans une nouvelle obscurité, une dictature qui durerait près d'un demi-siècle. 14. La dictature de Salazar, 1933-1974, après la proclamation de la République en 1910, le Portugal a connu des années de troubles constants. En un peu plus d'une décennie, il y a eu des révolutions, des assassinats politiques, des crises économiques et plus de 40 gouvernements différents. Le pays était épuisé. La République, née avec des promesses de modernité et de progrès, n'a pas réussi à assurer la stabilité ni l'ordre. Et au milieu de ce chaos, une figure inattendue a émergé. Un professeur d'économie réservé, austère et profondément conservateur. Son nom était António de Oliveira Salazar. Salazar fut appelé en 1928 pour occuper le poste de ministre des Finances, dans l'espoir de mettre de l'ordre dans les comptes de l'État. En peu de temps, il a impressionné tout le monde par son contrôle strict du budget et son rejet du gaspillage. Sa devise était claire: si de l'argent est dépensé, il faut savoir d'où il vient. Mais Salazar n'est pas resté dans l'économie. En 1932, il devient président du Conseil des ministres. Et l'année suivante, il met officiellement en place un nouveau régime, l'Estado Novo. Ainsi commença une dictature autoritaire, nationaliste et profondément catholique, qui durera plus de 40 ans. Sous l'Estado Novo, le Portugal est devenu une nation surveillée et silencieuse. Il n'y avait pas de liberté de la presse. La police politique, la redoutable PIDE, contrôlait, interrogeait et persécutait ceux qui s'opposaient au régime. Les partis politiques étaient interdits. Les élections ont été truquées. Les écoles enseignaient l'obéissance, le patriotisme et les valeurs d'un catholicisme plus conservateur. Salazar dirigeait depuis son bureau de Lisbonne comme un patriarche. Il ne s'agissait pas d'un dictateur charismatique à la manière d'Hitler ou de Mussolini, mais plutôt d'un personnage distant et cérébral, qui voyait le Portugal comme une grande famille qu'il fallait diriger d'une main ferme. Pour lui, le pays doit être rural, modeste, ordonné et traditionnel, tandis que l'Europe se transformait avec les guerres, les reconstructions et les progrès technologiques. Le Portugal restait lié au passé. L'industrialisation progressait lentement et des millions de Portugais vivaient dans des conditions d'extrême pauvreté. Beaucoup, sans espoir, ont émigré vers la France, l'Allemagne, le Venezuela, le Brésil et d'autres pays. Mais là, où la rigidité du régime était la plus visible, c'était dans le maintien de l'empire colonial. Alors que le monde entier avançait vers la décolonisation, le Portugal refusait résolument d'abandonner ses possessions en Afrique, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau. Pour Salazar, perdre les colonies, c'était perdre l'âme du Portugal. À partir de 1961, des guerres d'indépendance éclatent dans ces colonies africaines. Il s'agissait de conflits longs, sanglants et coûteux qui ont profondément affecté le moral et l'économie du pays. Des milliers de jeunes Portugais ont été envoyés combattre dans des pays lointains, beaucoup sans comprendre pourquoi ils se battaient. En 1968, après une chute domestique qui a provoqué une hémorragie cérébrale, Salazar est écarté du pouvoir. Mais même sans lui, le régime a continué sous la direction de Marcelo Caetano, son successeur. La dictature était toujours vivante, bien que de plus en plus isolée et rejetée à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et voilà, nous arrivons aux années 70.
Le Portugal était un pays fatigué et appauvri, gouverné par un régime vieillissant et en guerre contre ses propres colonies. Mais quelque chose était en train de changer. Tranquillement, une nouvelle génération d'officiers de l'armée, lassés de la guerre et de l'autoritarisme, commençait à s'organiser. Et un jour, ils ont décidé d'agir. Ils l'ont fait sans violence, sans haine, avec des œillets au lieu des balles. C'était le début de la fin de la dictature. Au 15, la révolution des œillets et le Portugal moderne, 1974 présent. Après plus de 40 ans de dictature, de censure, de pauvreté et de guerres coloniales interminables, le Portugal des années 1970 a vécu un mélange de silence résigné et de tensions contenues. Les familles ont dit au revoir à leurs fils qui partaient combattre en Afrique sans savoir s'ils reviendraient. Les voix étaient des chuchotements. La peur était quotidienne. Mais au cœur du pays, quelque chose était sur le point de changer. Dans l'armée, surtout parmi les officiers de rang intermédiaire, le mécontentement grandissait. C'étaient des hommes jeunes et instruits qui ne comprenaient pas pourquoi le Portugal insistait pour maintenir un empire alors que tout le monde avait déjà accepté l'indépendance des anciennes colonies. Fatigués des guerres, de l'autoritarisme et du retard du pays, ils ont décidé d'agir. Ainsi, au petit matin du 25 avril 1974, Lisbonne se réveilla différemment. Les troupes du mouvement des forces armées, MFA, ont pris des points stratégiques de la capitale, radio, ministères, casernes, aéroports, le tout avec un plan minutieux et sans tirer une seule balle. Ce qui semblait être un coup d'État militaire typique est rapidement devenu une révolution populaire. Des milliers de citoyens sont descendus dans la rue. Et puis quelque chose de magique s'est produit, quelque chose que le monde n'oubliera jamais. Une bouquetière a offert des œillets rouges aux soldats et ils les ont placés dans le canon de leurs fusils. Les fusils ne tueraient plus. Maintenant, ils étaient florissants. Ce jour-là, c'était la fin de la dictature. Marcelo Caetano s'est rendu, Salazar était déjà mort et le Portugal a de nouveau ouvert ses portes à la liberté, à la démocratie et à l'avenir. Un processus intense et passionnant commence alors, la transition démocratique. Les partis politiques ont été légalisés, des élections libres ont eu lieu, une nouvelle constitution a été rédigée en 1976 et pour la première fois depuis des générations, le peuple portugais a pu élire librement ses dirigeants. Mais la révolution signifiait aussi la fin définitive de l'empire colonial. En quelques années, le Portugal a reconnu l'indépendance de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, de Sao Tomé et Principe, puis a cédé Macao à la Chine en 1999. Le pays a cessé de regarder vers l'extérieur et a commencé à se construire de l'intérieur. Dans les années 80 et 90, le Portugal a connu une profonde transformation, modernisation, investissement dans les infrastructures, croissance culturelle, ouverture sur le monde. En 1986, elle rejoint officiellement la Communauté économique européenne, aujourd'hui l'Union européenne, ce qui permet un bond en avant dans le développement social et économique. Lisbonne et Porto étaient pleines de vie. Les nouvelles générations ont grandi en liberté. Les traditions ont été réévaluées, le fado a été reconnu comme patrimoine culturel et le Portugal a retrouvé son estime de soi en tant que nation européenne moderne et fière de son histoire. Aujourd'hui, le pays est un exemple de démocratie consolidée, disposant de sa propre voix sur la scène internationale. Elle a su préserver son identité tout en favorisant l'innovation. Un pays qui a traversé des monarchies, des empires, des dictatures et des révolutions et qui marche aujourd'hui d'un pas ferme vers l'avenir. Le Portugal est une terre de marins, de poètes, de résistance et de renaissance. Et comme diraient les gens ce 25 avril, ce sont les gens qui commandent le plus. Le peuple est celui qui gouverne le plus. Le Portugal n'est pas seulement un pays, c'est une histoire vivante. C'est la preuve que même les plus petites villes peuvent laisser des empreintes géantes. Elle a été envahie, oubliée, réduite au silence, mais jamais vaincue. Parce que
Ses habitants ont appris que la véritable force ne réside pas dans la taille du territoire, mais dans l'âme qui l'habite. Si vous vous êtes déjà senti seul, déplacé ou invisible dans votre propre histoire, souvenez-vous du Portugal. Qu'il a perdu un empire, mais qu'il a gagné la liberté, qui est tombé plusieurs fois, mais s'est toujours relevé. Et aujourd'hui, comme vous, il continue de marcher avec des cicatrices, oui, mais avec la tête haute, parce que l'histoire n'est pas une histoire de victoire parfaite. Il s'agit de résister, de renaître et d'avancer. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux avoir de vos nouvelles. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Quelle partie vous a le plus excité? Laissez-le dans les commentaires, j'adorerais vous lire. Et n'oubliez pas, il suffit de commenter, d'aimer et de vous abonner à la chaîne, vous aider davantage de personnes à découvrir ce contenu. Que l'histoire du Portugal ne soit pas oubliée, mais qu'elle reste vivante et touche des cœurs comme le vôtre. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout et à bientôt dans le prochain chapitre de l'histoire.